Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information, le sommaire. Journée ville morte à Kinshasa, l'opposition teste sa capacité de mobilisation. Au Sénégal, Ousmane Sonko justifie le refus de PASTEF d'intégrer le gouvernement. Vladimir Poutine reçoit la présidente tanzanienne à Moscou. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du Bénin a effectué une visite officielle au Niger dans le cadre d'une tournée diplomatique visant à renforcer les relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette visite, qui intervient dans un contexte de tension entre Cotonou et certains pays de l'AES, est perçue comme un signe d'apaisement et de rapprochement. Après Niamey, le chef de l'État béninois est également attendu au Burkina Faso. Les détails dans ce reportage. Le nouveau dirigeant du Bénin poursuit ses efforts de réconciliation avec les pays membres de l'AES en se rendant au Niger et au Burkina Faso. Ce geste du président béninois récemment élu, Romuald Wadani, marque sa volonté d'apaisement des tensions entre son pays et ses États d'Afrique de l'Ouest dirigés par l'armée. Au Niger. Alors, quelle est la signification de ce jour pour vous? La signification de cette journée, vraiment, elle est très importante pour nous. Parce que nous étions trop orphelins de l'absence de l'ambassadeur ni du président de la République. Depuis pendant 4 ans, on était vraiment orphelins. Et nous remercions l'arrivée du président Wadaï et que son arrivée est très importante pour nous. Et les Béninois le remercient beaucoup de ce déplacement pour la première sortie au Niger. Nous en félicitons. Le chef des militaires au pouvoir au Niger, Abdourahmane Tiani, et le président du Bénin, Romuald Wadani, qui a pris ses fonctions le 24 mai, ont publié une déclaration commune à l'issue de leur rencontre mardi, signalant un changement dans leurs relations. Au Mali, les autorités de transition ont décidé d'interdire l'utilisation de certaines catégories de motos en dehors des grandes agglomérations.
La mesure annoncée par décret gouvernemental vise à renforcer la sécurité face aux groupes djihadistes qui utilisent fréquemment ces engins pour leurs déplacements et leurs attaques. Cette décision, applicable sur l'ensemble du territoire concerné, suscite déjà de nombreuses réactions. Les détails dans ce reportage. Les militaires au pouvoir au Mali ont interdit par un décret gouvernemental l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes. Ce décret intervient alors que le Mali lutte contre une insurrection djihadiste qui plonge la nation du Sahel dans une crise sécuritaire, les motos étant le moyen de transport privilégié des groupes djihadistes du pays. Le texte stipule que la circulation des motos d'une cylindrée de 125 cm3 et plus, en dehors des grands centres urbains, est suspendue sur l'ensemble du territoire national. Le décret prévoit des exceptions pour Bamako, les capitales régionales et certaines localités urbaines. Les autorités ont également annoncé une suspension à l'échelle nationale de l'importation, du transit, de la commercialisation, de la vente et de la distribution gratuite de motos d'une cylindrée de 125 cm3 ou plus, ainsi que de leurs accessoires. Au Sénégal, Ousmane Sonko est revenu devant la presse sur la décision de son parti, le PASTEF, de ne pas participer au nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Amadou Al-Aminou Mohamed Lo. Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale. L'ancien chef du gouvernement évoque des divergences sur le programme politique ainsi que des désaccords concernant la répartition des portefeuilles ministériels. Explication dans ce reportage. La nomination d'un nouveau gouvernement par le nouveau Premier ministre Amadou Al-Aminou Mohamed Lo. Ousmane Sonko est longuement revenu sur les raisons qui ont poussé le PASTEF, le parti qu'il dirige, à refuser de participer à la nouvelle équipe. Des accords sur des questions de programme politique, mais aussi sur la répartition des portefeuilles ministériels. Léa Lisa Vesterhoff, les positions entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye étaient irréconciliables. La justice, le chantier de la reddition des comptes, la poursuite de la renégociation des contrats stratégiques avec les multinationales, autant de points clés du programme du PASTEF, pour lesquels Ousmane Sonko dit avoir demandé lundi des garanties au chef de l'État. Échec, Ousmane Sonko dénonce l'absence d'une stratégie claire et notamment sur la question de la gestion de la dette. Il m'a avoué qu'il n'avait pris aucun engagement, lui, d'être ministre des Finances, vis-à-vis du FMI, allant dans le sens de recirculation de la dette, qu'ils ont maintenu la même position. Sur la question du pouvoir d'achat, il a dit qu'autant que possible, ils feront tout pour ne pas augmenter les prix sur certains produits qui sont subventionnés, mais que si ça devenait intenable, ils seront obligés. Donc, toutes ces réponses sont en demi-teinte. Autre point de désaccord entre le président et son chef de parti, la répartition des portefeuilles ministériels. Ousmane Sonko. Le PASTEF est le parti majoritaire qui détient 130 députés sur 165 à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, PASTEF n'entrera pas dans un gouvernement où il ne peut pas avoir au moins la moitié des portefeuilles ministériels, avec des portefeuilles de souveraineté. Ousmane Sonko qui, même s'il a dénoncé le déficit de légitimité de cette nouvelle équipe gouvernementale avec uniquement 5 ministres PASTEF non reconnus par le parti, a assuré qu'il accompagnerait le gouvernement et ne déposerait aucune motion de censure. Léa Elisabeth. En République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa a tourné au ralenti ce mercredi à l'appel de la plateforme d'opposition C64. Créée il y a quelques semaines, cette coalition a lancé une opération ville morte pour mesurer sa capacité à mobiliser les opposants et à se faire entendre sur la scène politique congolaise. Retour sur cette première démonstration de force dans ce reportage. Quartier 1, district de la Tchangou. La circulation est anormalement fluide ce mercredi matin. Pas d'embouteillage non plus dans le centre-ville de Kinshasa, à la Gombe. Autant de signes qui prouvent que l'opération Ville morte, lancée par la plateforme C64, est au moins partiellement suivie. Dans les établissements scolaires, des enseignants, mais surtout des enfants, manquent à l'appel. Comme ici, à l'école primaire Sainte-Anne, la moitié des 120 élèves des grandes sections sont là. Chez les petits, en revanche, beaucoup moins de présents. Pour les 3 classes de première, nous avons regroupé 10 élèves seulement. Mais les gens sont en train de venir à compte-gouttes, vu qu'ils sont en train d'observer encore s'il y a quoi dans le quartier. Mais on constate que la circulation est normale, raison pour laquelle vous voyez jusqu'à maintenant, il y a certains enfants qui arrivent.
Certains parents ont craint que cette journée soit émaillée de violence et ont opté pour la prudence. Les autres parents ont eu peur, ont protégé les enfants, mais nous on a ramené les enfants parce qu'on sait que toutes ces rumeurs-là sont des histoires, bon, je sais pas, politiques, là je ne touche pas. Mais moi j'accompagne mon enfant à l'école parce que je sais qu'il doit étudier. Avenue du Commerce et dans ses environs, beaucoup de magasins n'ont pas ouvert. Kinshasa est bien ralenti, mais pas à l'arrêt ce mercredi. Cette opération Ville morte est la première action de la plateforme C64 pour s'opposer à toute modification de la Constitution qui permettrait au président Tshisekedi de rester en place après la fin de son deuxième mandat. Pour ces militants de l'UDPS, le parti présidentiel réuni à la Gombe, cette journée est un non-événement. Vous avez vu l'opposition en train de chanter, voilà, ceci, c'est là. Et aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas obéi à leur mot d'ordre. Chacun est dans son coin, il travaille, il fonctionne, c'est tout. Nous allons tous soutenir vraiment les changements de la Constitution et nos révisions de la Constitution. Parce que ce que notre président Félix Tshisekedi fait, vraiment, c'est vraiment grandiose. La C64 est née il y a 2 semaines et rassemble 5 grands partis de l'opposition, dont Ensemble de Moïse Katumbi. Le secrétaire général de cette formation se félicite de cette journée de mobilisation sans triomphalisme. Ceux qui ont entendu le message ont aussi exprimé leur position dans cette manifestation. Ils ont montré qu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. Ils ne sont pas d'accord avec l'arbitraire. Il est au pouvoir. C'est le président légal de notre pays depuis la proclamation des dernières élections. Et c'est valable jusqu'en décembre 2028. Au-delà, on peut parier, ça ne va pas marcher. C64 fera jeudi le bilan de cette journée et annoncera quelles autres actions elle compte mettre en place pour, dit-elle, le Zimbabwe a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2027-2028 au terme d'un vote sans opposition du groupe africain tenu à New York au siège de l'ONU. Le pays d'Afrique australe présentera ainsi le continent au sein de cet organe clé chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Zimbabwe siégera au Conseil de sécurité pour la période 2027-2028 en qualité de membre non permanent. Le pays d'Afrique australe a été élu à ce poste mercredi par l'Assemblée générale des Nations unies. Ont aussi été choisis comme membres non permanents l'Autriche, le Kyrgyzstan, le Portugal, Trinité et Tobago qui a rappelé son attachement aux valeurs de l'ONU. Depuis son indépendance, il y a 64 ans, Trinité et Tobago a défendu l'état de droit, promu les droits de l'homme, renforcé le droit international et n'a jamais gardé le silence face à l'injustice. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre attachement à la Charte des Nations Unies, au droit international et à l'état de droit. Notre campagne visant à établir un consensus pour la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable guidera notre engagement au sein du Conseil, alors que vous vous engagez à favoriser le dialogue et à surmonter les divergences face à la multiplicité des défis complexes auxquels est confrontée la communauté internationale. Les 5 nouveaux membres élus mercredi débuteront leur mandat de 2 ans le 1er janvier de l'année prochaine. Ils remplaceront le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie à l'expiration de leur exercice fin 2026. En France, les autorités françaises et hongroises ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre hongrois Péter Magyar à Paris. La rencontre tenue cette semaine dans la capitale française s'inscrit dans une tournée européenne du dirigeant hongrois après des étapes en Pologne, en Autriche et en Allemagne. Retour sur les principaux enjeux de ce rapprochement dans ce reportage. En visite à Paris, le Premier ministre hongrois Péter Magyar a promis au président Emmanuel Macron de faire de la lutte contre la corruption une priorité. Selon lui, cette politique profiterait à la fois aux Hongrois et aux investisseurs français en offrant un environnement économique plus transparent et plus prévisible. 45 000 magyar honfitársunknak adnak munkát francia cégek, és Magyarország és a magyar emberek készek újra építeni, megerősíteni a francia kapcsolatokat.
Emmanuel Macron a également appelé à la relance de la coopération stratégique dans les domaines de la défense nationale, de l'industrie nucléaire et de l'agriculture. Le président français a déclaré qu'avec l'élection du nouveau gouvernement, une nouvelle ère avait commencé. Il a espéré que la Hongrie sera à nouveau un partenaire constructif au sein de l'UE, par exemple dans le soutien à l'Ukraine. Péter Magyar a invité le chef de l'État à la commémoration organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de 1956. Le Premier ministre tient également des entretiens à Paris avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. En Europe, la Hongrie a levé son veto au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mettant fin aux 2 années de blocage. Cette décision ouvre la voie au lancement officiel des négociations d'adhésion dont la conférence intergouvernementale est prévue les 15 et 16 juin à Luxembourg. Une étape importante pour Kiev dans son rapprochement avec l'Union européenne. Les détails dans ce journal. La Hongrie lève mercredi soir son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Après 2 ans d'impasse, le processus peut ainsi entrer dans sa prochaine phase de négociation. L'avancée des discussions a eu lieu lors d'une réunion des ambassadeurs à Bruxelles, indiquent plusieurs diplomates à Euronews. En début de semaine, Magyar avait sous-entendu que le veto hongrois allait être levé, permettant à l'Ukraine et à la Moldavie d'ouvrir officiellement le premier volet des négociations sur 33. Appelée fondamentaux, cette première étape couvre l'état de droit, les droits humains et le système judiciaire. Depuis 2 ans, l'adhésion des 2 pays qui sont informellement associés en tant que candidats était bloquée par l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'élection de Péter Magyar, dans une victoire électorale face à Orban, change cependant la donne. Magyar souligne qu'il reste opposé à une adhésion accélérée des 2 pays. Ce point de vue est largement partagé par d'autres États membres, soucieux de ne pas compromettre l'intégrité de l'élargissement. La conférence intergouvernementale qui marque le point de départ officiel de l'adhésion devrait se tenir le 15 ou 16 juin à Luxembourg. En Russie, le président Vladimir Poutine a reçu la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan dans le cadre d'une visite officielle destinée à renforcer la coopération entre Moscou et Dodoma. La rencontre s'est tenue avant la participation de la dirigeante tanzanienne au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, prévu ce vendredi en Russie. Retour sur les enjeux de cette visite dans ce reportage. Des honneurs pour la présidente tanzanienne au Kremlin. Samia Suluhu Hassan a échangé mercredi avec son homologue russe, Vladimir Poutine, alors qu'elle entamait une visite d'État de 3 jours en Russie. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture après sa victoire à l'élection présidentielle du 29 octobre 2025 avec 98% des suffrages. Il est réjouissant de constater qu'après votre investiture, vous ayez choisi la Russie comme première destination étrangère pour une visite d'État. Nous y voyons un signe très positif qui montre que toutes ces années, en particulier ces dernières années, lorsque vous occupiez des fonctions de ministre et de vice-présidente au sein du gouvernement, vous vous êtes constamment attaché à développer nos relations bilatérales. Mais des analystes accusent Samia Suluhu Hassan de se tourner vers la Russie après la condamnation par l'Occident des violences post-électorales pour la présidente tanzanienne. Son déplacement vise plutôt à booster les relations avec Moscou. C'est l'occasion pour nous de discuter du développement futur de nos pays. Mais avant cela, je tiens à remercier la Russie pour l'importante contribution qu'elle a apportée à la libération de l'Afrique. Selon les autorités tanzaniennes, les échanges commerciaux avec la Russie s'élèvent actuellement à environ 307 millions de dollars par an. Les 2 parties ont dans les tuyaux un projet d'exploitation d'une mine d'uranium en Tanzanie. Au Moyen-Orient, Israël et le Liban ont convenu d'un cessez-le-feu destiné à mettre fin aux hostilités entre les 2 pays. L'accord conclu cette semaine et appliqué notamment dans le sud du Liban est présenté comme un test de l'autorité de l'État libanais dans cette région frontalière. Quels sont les engagements prévus par ce test et quels défis attendent les 2 parties? Élément de réponse dans ce reportage.
Eh bien, cette déclaration commune, c'est une étape diplomatique importante et il faut le dire, c'est la première fois depuis le début de ces négociations directes qui ont débuté en avril, eh bien qu'un round débouche sur un texte conjoint aussi détaillé avec une feuille de route à la fois politique et sécuritaire. D'ailleurs, à sa sortie de réunion, l'ambassadrice du Liban à Washington affichait un large sourire et quand on lui a demandé pourquoi ça avait marché, elle a répondu que ce succès, on le doit au gouvernement libanais. C'est une phrase, vous savez, qui n'est pas anodine parce qu'au fond, Beyrouth veut montrer deux choses. Beyrouth veut montrer donc que ces avancées sont obtenues par le gouvernement libanais et que le dossier libanais doit être traité séparément des autres dossiers régionaux, notamment le dossier iranien. Sur le fond, le communiqué prévoit la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, mais sous deux conditions. C'est d'abord l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et le retrait donc de ces membres du Hezbollah situés au sud du fleuve Litani. On est donc aussi davantage face à une feuille de route que face à un cessez-le-feu immédiatement applicable. Le texte prévoit aussi la création de zones pilotes placées sous le contrôle exclusif de l'armée libanaise, sans autres acteurs armés non étatiques présents dans la zone. L'idée, ici, c'est de tester l'extension progressive de l'autorité de l'État du Liban sur le terrain au sud Liban. Et puis, vous savez, le communiqué va encore plus loin puisqu'il évoque aussi un cadre sécuritaire pour garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, mais aussi d'Israël. Et l'objectif ici, c'est donc le démantèlement des groupes armés et la prévention aussi de leur reconstitution. Et ça concerne donc le Hezbollah, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres groupes armés qui sont présents dans la zone, notamment dans les camps palestiniens. Mais vous savez, aucun calendrier précis n'est mentionné dans le communiqué, mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il y aura un nouveau round de négociations prévu donc pour la semaine du 22 juin en vue d'établir un accord global de paix et de sécurité. Et les positions, elles, restent très très lisibles. Vous savez, le Liban a insisté encore une fois sur le respect de ses frontières, reconnues internationalement, aussi l'application complète de la cessation des hostilités. Et le Liban veut renforcer son armée pour pouvoir exercer son contrôle effectif sur l'ensemble du territoire. De son côté, Israël a réaffirmé que sa sécurité passait par le désarmement du Hezbollah. C'est une constante, il faut le dire, et c'est une priorité qui est affichée par les responsables israéliens depuis. Dernière actualité pour clôturer cette édition, au Koweït, l'aéroport international de Kuwait City a été visé par une attaque de drone attribuée à l'Iran. L'incident survenu cette semaine a fait au moins un mort et plusieurs blessés, tout en entraînant la suspension du trafic aérien. Cette attaque intervient dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient et risque de fragiliser davantage le cessez-le-feu en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. Un cratère encore fumant au sol et un plafond éventré. Ce mercredi, des drones iraniens ont frappé l'aéroport international du Koweït. Le trafic a été suspendu temporairement. Plusieurs vols ont été déroutés avant une reprise progressive des opérations de Kuwait Airways depuis un autre terminal. D'autres drones et missiles ont touché plusieurs secteurs de Kuwait City, la capitale. Des attaques qui surviennent après plusieurs tirs signalés ces derniers jours au Bahreïn. Des frappes revendiquées par Téhéran, en réponse, selon l'Iran, à une attaque américaine contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Nous avions déjà prévenu qu'en cas d'agression, la réponse serait différente et plus sévère. Nous avons agi en conséquence. Officiellement, aucune partie n'a rompu le cessez-le-feu. Mais mardi, 2 agences de presse iraniennes parlaient d'une impasse dans les négociations entre Washington et Téhéran. Des informations ensuite démenties par Donald Trump. Dans une interview, le président américain dit vouloir rencontrer le guide suprême iranien. Maintenant, je dois prendre une décision. Est-ce qu'on signe un accord ou est-ce qu'on fait autre chose? Et l'autre option n'est pas agréable. Et qu'est-ce que ça permettrait d'obtenir? La certitude que ce sera fini. Donald Trump assure toutefois exclure l'envoi de soldats américains au sol, mais Téhéran pose désormais une condition. Pour poursuivre les négociations, le cessez-le-feu doit aussi inclure le Liban. Une exigence rejetée pour l'instant par Washington. Et
Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.